BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H pour ce rendez-vous du Cercle des économistes avec son président Jean-Hervé Lorenzi. Jean-Hervé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Puis face à vous, Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions parce qu'on a envie de dire le cœur en fait de cette campagne présidentielle, c'est le programme économique, les chiffrages. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de chiffres. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si c'est une bonne chose ou pas, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque de crédibilité de la part peut-être des candidats à l'élection présidentielle. Donc ils cherchent à se rassurer. Juste peut-être une réaction, je ne sais pas si vous avez vu cette enquête de nos confrères du Monde, du journal Le Monde, qui montre un déclin, entre guillemets, du capitalisme français, qui représentait à peu près 2,5% pardon, en 2007. C'était le poids des groupes français dans la valeur de l'ensemble des entreprises cotées dans le monde. Et aujourd'hui, enfin en 2017, 2,8%, donc une chute quand même importante. Jean-Hervé Lorenzi, est-ce qu'il y a un décrochage du capitalisme français? Si oui, pourquoi? D'abord, il y a un décrochage, mais c'est plutôt puisqu'au fond, il y a 10 ans, il y avait 33, je crois, entreprises françaises dans les 500 premières mondiales, ce qui en faisait d'ailleurs le deuxième pays, et évidemment, vous avez rappelé le chiffre, c'est 22 aujourd'hui. Non, je crois que c'est très profondément au fond, la structure même des dirigeants de ces entreprises. On a quand même vécu avec un capitalisme d'État beaucoup plus qu'un problème d'actionnariat, de nationalisation. L'idée que les dirigeants étaient des ingénieurs des mines, des inspecteurs des finances, c'était l'élitisme et l'élite française qui a au fond fait toute la reconstruction jusqu'aux nationalisations de 81. Puis après, c'est parti dans un autre registre qui, à mon avis, n'a pas eu le même talent pour défendre, au fond, notamment cette idée qu'il vaut mieux avoir une entreprise qui est cotée à Paris plutôt qu'ailleurs. Laurent Bigorne. Oui, j'ajouterais peut-être cette explication sociologique vaut, mais j'ajouterais peut-être deux explications. La première, c'est que on voit bien un problème de politique de la concurrence en Europe. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude aussi de faire de l'Europe un jeu ou un terrain d'atterrissage pour des grands groupes internationaux. Oui, mais quel impact, je veux dire? On n'a pas vu le décollage, nous, d'un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas la profondeur de marché qu'elles auraient pu avoir. Prenons le cas de la téléphonie mobile, de la téléphonie tout court. De ce point de vue-là, il y a un vrai sujet. Et puis maintenant, sur le décrochage français, regardons ce qu'est la croissance française depuis quelques années. On la compare à celle de nos principaux concurrents et néanmoins amis européens, et on se rend compte du décalage. Oui, enfin en même temps, vous regardez des grands groupes comme LVMH, ils sont de par le monde, Saint-Gobain, enfin il y a on plein a des avantages d'entreprises. comparatifs très forts, et puis il y a des endroits où on était très fort et où on existe moins aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas de phénomène quand même? C'est étonné que vous ne les ayez pas peut-être pointés du doigt. C'est que aujourd'hui, les grandes entreprises, les plus grosses cotations à Wall Street, c'est Google, c'est Amazon, c'est Alibaba. Donc on n'a pas vu. La France est très peu présente. Il suffit de voir le CAC 40 sur ce capitalisme du 21e siècle, comme on dit. Et puis en plus, il y a le phénomène de l'émergence des grandes sociétés chinoises, qui fait qu'évidemment les Françaises ont reculé. Mais c'est pas plutôt l'explication, non? Non, je partage pas cette idée. Bien sûr que on n'est pas bon dans les secteurs les plus porteurs, mais il y a quand même cette idée que l'affaire, par exemple, de Péchinet, elle est incroyable. Péchinet, c'était quand même, pour les gens de ma génération, c'était quand même une entreprise rachetée par phare. Des Américains. Et elle a été dépecée. Je rejoins. Oui, enfin, rapidement, on va pas faire les... Oui, mais c'est quand même important. Il y a quand même eu, le Bruxelles qui a refusé une opération à l'époque, et puis elle a été démantelée. Position dure de la concurrence européenne. Alcatel, souvenez-vous, ce qui était la compagnie générale d'électricité. Il y a quand même 2-3 phénomènes qui sont de nature un peu on va dire, de laisser aller. Moi, je suis très frappé de voir que le gouvernement allemand, par exemple, refuse de manière assez forte l'idée que les entreprises chinoises puissent s'emparer de ce qu'ils considèrent comme étant des perles. Donc décrochage ou pas? Oui, non, oui. Pour moi, il y a un vrai recul, en tout cas, de l'influence économique, mais politique également, de la France dans le monde. Eh bien, justement, ça fera le lien, sans doute. Et évidemment, je pense que vous faites ça exprès, Laurent Bigorne. Est-ce que vous avez observé que tous les candidats à l'élection présidentielle, ils présentent en ce moment leur programme. Le dernier en date, c'est Emmanuel Macron. Programme chiffré avec, sur le plan économique, on rentre dans tous les détails, presque trop dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire à vos yeux? Puis en plus, j'imagine que vous êtes un petit peu coincé au sein des économistes, parce qu'on a vu Jean Pisani-Ferry qui est passé du côté de Macron. Il y a, on dit Hélène Rey, Philippe Aghion. Il y en a beaucoup de chez vous. Il y en a, soyons précis. Oui. Il y en a
trois, donc qui sont tous plus remarquables. Plus remarquables, mais il y en a qui sont aussi. On pourrait citer Christian Satir. Enfin, il y a des gens un peu partout. Mais il y a une petite. Le vent porte dans ce sens-là. Laurent, bien. Oui, je vais prendre la question par l'autre bout. J'avais une discussion l'autre jour avec une journaliste influente à Londres, qui est chez vos confrères de The Economist, et puis qui me rappelait qu'elle avait été elle-même conseillère économique en Pologne auprès de Jeffrey Sachs, au moment où on a au fond libéralisé les économies du reste du continent, et qui me disait mais qui sont les principaux chief économistes des principaux candidats français. Et je me faisais la réflexion qu'on avait progressé, puisqu'il y a maintenant des gens comme Piketty qui sont dans la bataille, il y a des gens comme effectivement Jean Pisani-Ferry, parce que Julia Cagé, je sais bien que c'est une femme, enfin Julia Cagé, qui est en charge du programme économique, qui est en charge de l'Europe. Vous avez parfaitement raison de le souligner, et merci de me reprendre sur ce point. Et donc je trouve... on peut dire dans l'équipe, vous évoquez Hélène Rey, Anne Perrault... Ça c'est du côté Macron, là on parle de Hamon. Non mais pour dire qu'il y a des femmes. Je trouve très intéressant que les candidats se dotent désormais d'une expertise économique qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les cercles du pouvoir en France parce qu'il a été trusté par la haute fonction publique. Donc je rends hommage au travail du cercle et puis des générations d'économistes qui se suivent. J'y vois quand même plutôt quelque chose de bon pour l'avenir. C'est-à-dire que des gens dont la compétence est haute, reconnus à l'étranger, est à la fois technique et académique, qui s'engagent auprès des candidats, plus seulement pour soutenir à coup de pétition, mais pour travailler dans les équipes. Il faudra voir ce que ça devient après l'élection. Est-ce qu'il y a une prolongation à tout ça? Je rappelle que Emmanuel Macron, dont on parle, travaillait déjà avec Philippe Martin quand il était à Bercy, que Xavier Rago, qui est l'actuel président de l'OFCE, travaillait aux côtés d'Arnaud Montebourg. C'est bien que la compétence économique moyenne des candidats s'élève. Je crois que c'est un jeu très nécessaire. Il y a besoin de crédibilité, quand même. Bien sûr. C'est d'expliquer. Alors la question maintenant qu'on peut se poser, et surtout, par exemple à l'Institut Montaigne, vous avez fait une étude qui a fait beaucoup de bruit, en l'occurrence, notamment sur le programme du Front National et puis sur la sortie de l'euro. J'ai l'impression que tout le monde donne des chiffres dans tous les sens. Donc c'est un peu la question, pour le coup, on se demande si c'est crédible ou pas. Parce que vous regardez les trajectoires qu'indique Jean-Luc Mélenchon, c'est absolument l'inverse les résultats, c'est l'inverse de ce qu'il préconise. C'est le jeu, on a beaucoup progressé. Moi, je vais d'abord rendre à César. Les premiers qui ont commencé à chiffrer en France, c'est l'Institut d'entreprise. Nous, on a fait ça depuis 2012, sauf qu'on l'a fait sur toutes les élections, y compris les régionales et les élections municipales, parce qu'il y a des enjeux locaux qui sont très forts aussi. Qu'est-ce qu'on constate là? C'est que désormais, les candidats ont compris et ils se disent, il faut que je balance des chiffres, des taux de croissance potentiels, des taux d'inflation, des taux de chômage pour être crédible. Donc évidemment, il faut qu'avec les médias, on fasse le travail qui consiste à aller un pas plus loin dans le décryptage pour éviter que les mêmes qui voulaient raser gratis se retrouvent demain à raser gratis à nouveau. Prenons le cas du Front National et de la sortie de l'euro. C'est formidable parce que j'étais sur ce même plateau il y a quelques jours. Un économiste, je vais mettre des guillemets parce que je suis pas très politiquement correct, arrive avec un tableau qui nous montre, regardez le décrochage de la France et de l'Europe du Sud par rapport à l'Allemagne. C'est l'euro. Mais enfin, c'est toute la différence entre pardon d'être un tout petit peu précis, mais entre une corrélation et une causalité. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a vu les pays d'Europe du Sud décrocher à partir de 2000-2001? Parce que ces pays n'ont pas fait les réformes. Qu'est-ce qui manque dans le programme de Marine Le Pen? Il manque énormément de choses, mais notamment des réformes structurelles. Il n'y a pas un endroit où on va faire des économies, sauf à taper sur les étrangers qui sont en France. Donc il y a aussi un moment où il faut pouvoir me dire, m'expliquer sereinement, sans s'exciter, mais essayer de faire reconnaître aux citoyens et à ceux qui... Que l'euro est beaucoup trop cher et que ça permettra notamment aux produits français d'être beaucoup plus avantageux, d'avoir un avantage comparatif. Il n'y a pas un industriel qui n'importe pas aujourd'hui une grande partie de sa consommation. C'est toute la question. En l'occurrence, oui, sauf qu'ils disent qu'on va reproduire en France. Oui, voilà, bien sûr. Hervé Lorenzi. Oui, non, juste, si on revient sur ces programmes des différents candidats, on s'aperçoit qu'ils sont structurés tous sur une idée forte, et je trouve qu'il faut quand même au-delà des chiffrages qui sont ce que fait l'Institut Montaigne, c'est topissime, mais je complète par rapport à ça. Chez Hamon, il y a cette idée curieuse, de mon point de vue, d'économiste, que ce qui ne s'est pas révélé exact dans les 2 derniers siècles, c'est-à-dire que le progrès technique détruisait définitivement l'emploi, ça va détruire l'emploi. Une idée, en tout cas, ça n'est pas celle que ça n'est pas mon idée, mais c'est un débat d'économie. Oui, la preuve, il y a même Bill Gates qui soutient en l'occurrence ça en disant qu'il faut qu'il y ait une taxe sur les robots, donc c'est pour vous dire. Oui, ce qui est quand même là une idée encore plus curieuse, mais disons que c'est un débat d'économistes vieux comme le monde. Ça fait 2 siècles que les économistes se bagarrent là-dessus. Macron, lui, son idée, si je prends un peu ce qu'il a de très original, enfin il me semble assez original, et très original même, c'est cette idée que il faut absolument
en réalité favoriser l'investissement. Donc moi je suis frappé dans son programme sur l'idée qu'il faut baisser la fiscalité des revenus de l'épargne, favoriser le risque. Au fond, alors je trouve que c'est un point qui est très très important dans cette opération. Ça prend d'ailleurs la forme de dire que la sécurité sociale doit s'étendre également à ceux qui prennent des risques. Chez Fillon, c'est cette idée qu'il faut réformer et j'allais dire attaquer les grosses difficultés. Et puis, comme on l'a dit, le Front National, c'est cette idée univoque. C'est en ça que c'est assez curieux. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Je termine juste là-dessus sur le fait que, au fond, la sortie de l'euro résoudrait tous les problèmes. Mais il faut quand même voir que ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps, il y a 4 idées dans ces sujets-là. Ouais. J'ai oublié Mélenchon, mais j'ai pas encore réussi à savoir exactement quelle était l'idée motrice. L'idée motrice, c'est qu'il faut réinjecter beaucoup dans l'économie, en l'occurrence. Oui. Je vais être très provocateur en disant qu'on peut rapprocher assez étroitement de celle de Marine Le Pen, hein, parce que en réalité, au moins Marine Le Pen, par rapport à Mélenchon, elle assume la fin de l'euro et de l'Europe. Mélenchon, il a un plan B, en l'occurrence. Oui, il nous y conduit, mais sans le dire. Non. Mélenchon, comme il dit, il ne faut pas se figer sur les chiffres, il faut trouver des pistes pour se sortir de la situation. C'est une démarche que je trouve pas forcément... Mais Edwige, en réalité, ce qu'on a voulu dire, me semble-t-il, c'est que le chiffrage ne vaut que si on comprend bien quelle est la logique profonde Ça a quand même beaucoup manqué. Qu'est-ce qu'on a reproché à Hollande? C'est au fond que ces virages et tout, mais il n'y avait pas d'idée, Alors justement, ça va faire le lien avec la troisième partie peut-être. En fait, ce que propose notamment Emmanuel Macron dans son programme de vendredi, en l'occurrence, il veut faire de la vertu budgétaire, puisqu'il dit qu'on va rester dans les clous du traité de Maastricht, et en même temps on fait de la relance. C'est-à-dire qu'il appuie un peu sur les deux. Fillon, lui, c'est massivement, en fait, c'est des économies, c'est 150 milliards d'économies sur les dépenses publiques, l'autre c'est 60 milliards. Oui, Est-ce que c'est pas un petit consensus entre les deux, le problème de Macron? Au tiède, disent certains, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, déjà, il y a un point de différence, c'est que Fillon a toujours admis depuis le début de son cadrage budgétaire qu'il y aurait un dérapage assez fort. Les deux premières années, tout simplement parce que il veut libérer d'une partie de la pression fiscale à la fois les ménages et les entreprises. Surtout les entreprises. Exactement. On est sur 40 milliards du côté des entreprises, 10 milliards du côté des ménages. Et puis ensuite, il veut nous emmener vers un grand programme à la fois d'allègement des revenus de transfert, donc de la charge des 33 points de PIB qui sont consacrés aux dépenses sociales, et du fonctionnement de l'État, avec encore à ce stade, nous on avait regardé ça de façon très précise en novembre, des zones d'ombre. Des zones d'ombre sur la méthode, des zones d'ombre sur les objectifs. Il va refaire un chiffrage samedi prochain. Oui, donc on regardera. Tant mieux, ça veut dire aussi, et ça c'est une nouveauté de cette campagne, que d'une certaine façon les programmes s'affinent au fur et à mesure. Et c'est très bien. C'est très bien, c'est-à-dire qu'on part d'hypothèses et puis on va les affiner. Pourquoi? Parce que les médias, les think tanks ont fait leur travail et ont montré que les copies, pour l'instant, passaient à la moyenne, mais que pouvaient largement mieux faire. Sans réforme très forte, puisque c'est ça un peu quand même aussi l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est moins de heurts, moins de brutalité peut-être par rapport au programme de François Fillon, Jean-Hervé Lorenzi. Est-ce que vous pensez, c'est ce qu'il dit en tous les cas, qu'on peut, sans justement faire un feu de paille, on peut au contraire un feu de la Saint-Jean, est-ce qu'on peut rester sous les 3%, vous pensez? Est-ce que c'est crédible? Parce que c'est un peu le fil d'Ariane de son programme. Non, il a pris il y a aussi des zones d'ombre qu'il faut qu'il précise, puisque les réductions de dépenses sont en réalité aussi liées à un meilleur fonctionnement de l'État. Et notamment l'assurance chômage, 10 milliards, on voit pas très bien comment ça peut fonctionner. Mais bien sûr que oui, parce que ce qui est très intéressant dans son affaire, c'est que il part d'hypothèses de croissance, de trajectoire de croissance, qui sont en fait très modestes, puisque c'est de 1,4 jusqu'à 1,8. Moi, je suis convaincu il y aura une révision des comptes de l'année dernière, de 2016. Je ne crois pas qu'on crée 200 000 emplois marchand en France à 1,1%. Je n'y crois pas, donc je suis convaincu que on va remonter un peu le taux de croissance. On est vraisemblablement, de mon point de vue, sur un trend qui est de l'ordre de 1,3, 1,4. Il est sur cette idée, et au fond, avec toutes les mesures, il reste à 1,8 et il arrive à 1,8, pardon. Et à ce moment-là, son 3% me paraît très raisonnable. Hein. Donc, être en dessous de 3%. Donc, non, je crois que c'est la partie qui est intéressante. Moi, j'attends qu'on voit bien clair sur la réduction de dépenses qui est liée au meilleur fonctionnement de l'État.
c'est un gros paquet. Hein. Oui. J'aime beaucoup la présentation qu'a Jean-Hervé a faite tout à l'heure en disant au fond quels sont les faits, les épigones qui ressortent de chaque programme. À ce stade, je dois dire que on reste un peu sur notre faim parce que non, on est très macro, on est très budgétaire aussi dans l'approche, c'est normal. Fiscalité. Exactement. Je trouve que sur le digital, sur la digitalisation des services publics, sur les écosystèmes digitaux, on reste en arrière de la main d'une part. Vous avez tout à fait raison, mais c'est pas chiffré, vous avez pas chiffré ça. Vous voyez, parce que c'est sur l'efficacité de l'État. Mais il y a une chose qu'on peut chiffrer néanmoins. Et pour l'instant, Macron a pris, je trouve, la main, il faut absolument que les autres s'alignent, c'est-à-dire que nous fassent des propositions, c'est le capital humain. C'est-à-dire que ce qui est très frappant dans ce pays, c'est une discussion qu'on a éternellement avec Jean-Hervé, c'est que on avait le sentiment, au fond, que la génération précédente était assez moyennement formée par rapport aux autres pays européens, mais qu'on avait rattrapé au fond cela, notamment à travers le lycée professionnel et le fait d'emmener plus de jeunes au bac. On est à nouveau en situation de stagnation. Parce que notre école primaire a de mauvais résultats, parce que sur des disciplines fondamentales, notamment les mathématiques, on sait qu'à la sortie de l'école primaire, on a aujourd'hui les élèves qui vont le moins bien de toute l'Union européenne. Pas au milieu, le moins bien de toute l'Union européenne, parce qu'on n'arrive plus à décrocher de bons résultats sur le baccalauréat d'enseignement général. On voit même les performances des gamins à 15 ans reculer. 15 milliards, juste en investissement. Et donc, je suis très attentif à ce que on arrive à polariser cette fin de campagne, plutôt que sur est-ce qu'on met les étrangers à la mer ou pas, pardon d'essayer de briser avec le populisme ambiant. Je suis très curieux qu'on arrive à replacer, à resituer ces enjeux de capital humain qui seuls feront notre croissance potentielle au cœur du débat. Donc Macron a fait des propositions. J'aimerais bien que les autres candidats s'alignent sur ces propositions, des tout petits jusqu'aux jeunes et aux adultes sans qualification aujourd'hui. Oui, il a dit qu'il mettait 15 milliards sur la table. Ça vous fait plaisir parce que vous parlez de la formation, de l'éducation. Je rajoute un élément. On a vu les progrès. On a l'impression d'être des profs. Ils valent maintenant. Ils sont très bons en macroéconomie et chacun après ça donne des notes plus ou moins bonnes selon la qualité de l'affaire. Là où on est encore très faible, ça nous ramène au sujet de départ. C'est l'économie réelle. C'est l'économie. Pourquoi est-ce que notre pays, alors il y a un aspect qui est culturel. Pourquoi notre pays s'est désindustrialisé dans ces conditions? Comment est-ce qu'on fait qu'on ait envie? C'était un peu notre premier sujet, justement. Oui, c'était exact. Donc comment est-ce que on redonne ce goût de produire? Comment est-ce qu'on fait que les gamins, peut-être à travers l'apprentissage, le métier d'ingénieur, les métiers à tous les niveaux, aient envie de nouveau de se reprendre dans ce goût de la production et de ce qui a été une des qualités de notre pays. Donc c'est pour le moment c'est encore un peu. Il faut affiner le dispositif. Et maintenant, vous avez raison de le souligner, ça veut dire quand même que c'est important qu'un candidat se penche sur cette question plus que sur le traité de Maastricht. En tous les cas, ça fait un récit politique et économique qui est plus emballant. Exactement, mais puisqu'on est en train de décortiquer un petit peu la boîte à outils des uns et des autres, vous avez vu que dans la boîte à outils Macron, et je viens d'être positif, je veux aussi dire les choses, il y a 50 milliards d'investissements. Oui. Ce qui m'inquiète énormément... Donc 15 en formation, justement. Voilà. Donc 15 sur information. Ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on sort d'une séquence où Juppé et Rocard, paix à son âme, avait mis 35 milliards d'euros sur la table à la demande de Sarkozy. On n'a pas fait le bilan. Ces 35 milliards et du grand emprunt. Et quand je me penche sur le cas de Saclay, où on a passé 3 milliards pour avoir à la fin plutôt du sable qu'un magnifique dispositif dont on serait dit qu'on pourrait se dire légitimement que c'est devenu une des premières universités mondiales, je suis très inquiet. C'est-à-dire que je demande impérativement à tous ceux qui vont nous présenter des plans d'investissement et des programmes d'investissement que les leçons du grand emprunt soient tirées, que ces financements soient compétitifs et qu'on s'assure de la productivité des investissements consentis. Et ça, j'ai pas de réponse à ce stade. Ça, c'est un point important. Juste peut-être les hypothèses de croissance des uns et des autres, c'est juste les grandes lignes parce que on fait des verticales, sur tel ou tel programme. Juste peut-être parce que pour nos auditeurs et des spectateurs, ça peut être les grandes lignes macro. La croissance des programmes les plus crédibles, est-ce qu'elle est... Il n'y a pas de folie, je veux dire, tout le monde, ils sont tous raisonnables. De mémoire, le programme de François Fillon termine à 2,5, 2,6, me semble-t-il, ce qui est résolument optimiste eu égard à la tendance actuelle. Il finit à 7% de chômage, comme Emmanuel Macron, du reste. Emmanuel Macron, qui lui a fini à une croissance d'1,8. Oui. Donc c'est différent, Il y a des différences notables. À mon avis, les deux ont un peu forcé le trait. Négatif pour Macron. Et l'OFCE vient de publier en disant 1,6 en moyenne sur le quinquennat. 1,6 sur le quinquennat. On doit pouvoir atteindre, si on avait une bonne politique économique, si on arrive un peu remobiliser tout ce monde, on devrait
je veux dire, atteindre les 2% en 5 ans, je veux dire, ça n'a pas de caractère dramatique. Là, je parle des candidats sérieux sur ce plan-là. Sur le plan, Monsieur Hamon, il considère qu'avec la croissance est en réalité une espèce la seule croissance qui intéresse Benoît Hamon, c'est celle de la dépense publique. À ce stade, j'en vois pas d'autres. Voilà. Donc, une question, d'accord, donc j'ai bien compris le message. Une question quand même sur le coût de la sortie de l'euro, parce que le débat en fait a été lancé là par François Villeroy-de-Galhau, qui du reste avait l'impression qu'on avait récupéré son chiffre des 30 milliards, parce que lui, il était uniquement sur la dette publique. Sur les taux d'intérêt. De la dette publique. Oui, absolument. Il était uniquement là-dessus. Vous avez fait une étude sur le. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement parler du coût de la sortie de l'euro? On n'en sait rien, non? Non, mais c'est intéressant d'essayer. Enfin, on verra votre analyse, allez-y, et celle du Cercle des économistes. C'est un jeu multifactoriel. Donc évidemment, il y a quantité d'inconnus dans ce jeu. C'est intéressant de faire tourner tous les rouages du dispositif pour voir dans quel sens il tourne du point de vue de la consommation des ménages, du point de vue des pertes d'emploi, du point de vue des gagnants, des perdants. Et c'est vrai que nous, on explique qu'entre une hypothèse extraordinairement optimiste et une hypothèse qui serait très pessimiste, on tombe à peu près à une dizaine de points de PIB. Voilà, c'est un exercice, ça n'est pas la vérité ni la réalité, c'est un exercice pour essayer de comprendre et de mettre les lecteurs en situation de comprendre ce que ça voudrait dire. Et donc, vous avez dit 180 milliards de contractions. Nous, on dit à peu près une dizaine de points de PIB sur le moyen long terme. Moi, des économistes. Je veux dire, je rebondis en me disant, cet exercice est très important parce que on voit, ça permet de voir que l'euro a des bénéfices. En tout cas, le coût de sa suppression serait absolument géant, quoi qu'il arrive. Maintenant, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il y a quand même un moment où il faudra une sortie sur les affaires de l'euro. J'en ai longuement parlé avec notre ami Villeroy. Il faut quand même sortir quelque chose de positif. On n'a pas traité le problème de l'excédent budgétaire, l'excédent commercial allemand, mais c'est quand même 24 milliards d'euros. Mais on est quand même en pleine absurdité. Donc à un moment, sans jouer les fanfarons, sans jouer ceux qui disent il y a qu'à faire ceci, il y a qu'à Faucon, mais il y a quand même un problème macroéconomique majeur qu'il faut régler en Europe et qui pose problème. Et donc la vraie réponse à ces foliganderies de sortie de l'euro, c'est de dire il faut maintenant qu'on rediscute sereinement, calmement, soigneusement, sans dire que les autres ont tort et que nous on a forcément raison, mais qu'il faut quand même essayer de trouver une solution raisonnable sur le sujet. Ce point est bon. Il faudrait que cette élection en France et en Allemagne, puisqu'ils sont presque simultanés, ait la vertu de faire sortir la France de l'endettement pas cher et l'Allemagne des excédents commerciaux. Ils sont tout aussi illégaux que. J'allais dire, obtenus à très bon compte. Déficit, hein. Donc, et ça, c'est la politique qui fera qu'on en sortira. Avec une difficulté majeure, c'est que l'Allemagne et la France ont une différence, il y en a une différence majeure, c'est la démographie. Il y en a un qui est un pays qui a besoin de 2% de croissance et l'autre d'1%. Ok, mais il y en a un qui a un taux de chômage de 6% et l'autre qui a un taux de chômage de 10%, en l'occurrence. On est d'accord. Merci beaucoup, monsieur. De toute manière, vous reviendrez évidemment ici dans ce rendez-vous du Cercle des économistes pour parler de tout ça. Laurent Bligard de l'Institut Montaigne, merci. Et Jean-Hervé Lorenzi du Cercle des économistes. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain 12h30, 18h30. Et dans un instant, surtout restez avec nous, les Grands Prix BFM Business de la Bourse en direct du studio Gabriel. Bonne soirée.